je vais faire aujourd'hui, c'est vous présenter un aspect, ou plutôt une question que je traite dans ma thèse. Et donc, je vais commencer par décrire mon projet de recherche en quelques mots, pour un peu situer le contexte. Donc, mon projet vise à proposer une analyse des mécanismes rhétoriques impliqués dans la production, dans l'interprétation et dans l'utilisation concrète d'oracles dans la littérature grecque de l'époque classique. Donc, j'insiste sur ce point, il s'agit bien d'une étude littéraire. Pour mon corpus, je me concentre sur les productions des historiens, les grands historiens, Hérodote, Thucydide, Xénophon, et des tragédiens, Échille, Sophocle et Euripide. Ce choix s'explique par le fait que la divination est particulièrement bien représentée chez ces auteurs et qu'on y trouve par ailleurs des pratiques oraculaires variées. Mon travail repose sur une approche philologique et rhétorique, au sein de laquelle les deux dimensions sont complémentaires. Par une étude du vocabulaire lié à l'oracle et des particularités linguistiques de la langue des oracles, je cherche à mettre en lumière les spécificités de chaque forme de divination, en vue notamment d'étudier la manière dont se construit l'autorité oraculaire en fonction de ces spécificités. Ça ne fonctionnera pas de la même manière si on a affaire à la pythie ou si on a affaire à un devin, par exemple. Pour ce qui est de la partie proprement rhétorique de mon travail, j'étudie les notions et les mécanismes rencontrés dans les textes en prenant pour point de départ la rhétorique aristotélicienne. Cette analyse fait émerger différentes questions qui sont évidemment différentes en fonction du genre littéraire ou tout simplement du contexte narratif, mais qui peuvent globalement se résumer en deux points. L'autorité oraculaire, donc comment l'autorité oraculaire est-elle établie, comment est-elle contestée, et sur les mécanismes d'interprétation de l'oracle. Comment détermine-t-on le sens d'un oracle quand son sens n'est pas clair? Voilà pour les grandes lignes. Donc, outre ces questions transversales, je tente également de déterminer dans quelle mesure les considérations théoriques plus spécifiques que l'on trouve dans les traités de rhétorique anciens sur les oracles sont pertinentes pour aborder le corpus classique. Et c'est l'angle que j'ai privilégié pour cette présentation. Donc, je présenterai dans un premier temps les extraits pertinents qui parlent donc des oracles, les extraits spécifiques. J'en ferai une synthèse et je terminerai par analyser un extrait d'Hérodote afin de montrer comment ces considérations peuvent être appliquées à un extrait. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je commencerai juste par poser un petit peu le cadre rhétorique en rappelant assez brièvement le fonctionnement de la rhétorique aristotélicienne. Donc, la rhétorique d'Aristote est le plus ancien traité de rhétorique qu'on ait conservé. On le situe au IVe siècle. On sait toutefois que la discipline s'est constituée plus tôt, sans doute au Ve siècle et sans doute en Sicile. Cette systématisation est le résultat d'une volonté de théoriser, sans doute en vue d'un apprentissage, une pratique déjà attestée depuis bien longtemps. On pratique la rhétorique et on argumente bien évidemment depuis beaucoup plus longtemps que ça. Le traité d'Aristote s'inscrit donc dans une lignée plus importante de théorie rhétorique. Il en était d'ailleurs lui-même conscient, vu qu'il critique d'autres théoriciens, notamment les sophistes, et on sait qu'il avait rédigé un ouvrage décrivant les théories antérieures, qui est aujourd'hui malheureusement perdu. Il faut donc bien garder à l'esprit que si l'apport de son traité est inestimable pour notre connaissance de cette discipline, Aristote n'a pas inventé la rhétorique, et la rhétorique antique ne se limite pas à Aristote. Néanmoins, la rhétorique d'Aristote a eu un impact important sur la discipline et constitue aujourd'hui encore une des réflexions les plus abouties sur le sujet. Je vais donc maintenant en expliquer les grandes lignes. Aristote définit la rhétorique comme la capacité de discerner dans chaque cas ce qui est potentiellement persuasif. C'est une affaire de stratégie. Il s'agira de mettre en œuvre un système de moyens de persuasion, ou de preuves, pisteis en grec, dans un contexte donné. Donc, il y a en quelques mots toujours trois genres, le délibératif, le judiciaire et l'épidictique, et deux types de preuves, les preuves techniques d'une part, qui sont au nombre de trois, ethos, pathos, logos, et les preuves extra-techniques. Je commencerai par les preuves extra-techniques parce qu'elles sont finalement les plus simples à appréhender. Aristote écrit « J'appelle non technique tout ce qui existait préalablement
comme les témoins, les dépositions obtenues sous la torture, les engagements écrits, etc. En d'autres termes, les preuves extra-techniques sont à disposition de l'orateur. Elles existent préalablement et indépendamment du discours. Ce n'est pas l'orateur qui invente les lois et les témoins. Le rôle de l'orateur sera de les utiliser à bon escient et de les intégrer judicieusement dans son discours pour leur donner une force persuasive qui aille dans son sens, évidemment. Les preuves techniques, comme leur nom l'indique, reposent sur la technique rhétorique de l'orateur. Et technique, tout ce qu'il est possible d'élaborer par nous-mêmes. Elles n'existent donc pas préalablement au discours, mais sont façonnées par lui. Elles sont au nombre de 3, ethos, pathos, logos. Je précise qu'on utilise encore aujourd'hui les termes grecs, même si l'on n'est pas philologue finalement. Ce sont les termes techniques d'usage. L'ethos, pour Aristote, est le caractère moral, ou la représentation, pour le dire autrement, que l'orateur donne de lui-même à travers son discours. Il y a persuasion par l'éthos quand le discours est ainsi fait qu'il rend celui qui parle digne de confiance. L'orateur veillera généralement à se montrer bienveillant, à se montrer honnête, respectueux de l'éthique et compétent. Le pathos renvoie aux émotions que l'orateur doit tenter de susciter chez son auditoire. Car, écrit Aristote, nous ne rendons pas les jugements de la même façon selon que nous sommes remplis de tristesse ou de gaieté, d'amitié ou de haine. Pour convaincre, l'orateur devra donc mettre les auditeurs dans une certaine disposition émotionnelle, afin qu'ils arrivent à la conclusion proposée. Il s'agira par exemple d'évoquer les conséquences désastreuses qu'aurait la position adverse, afin de susciter la peur chez un auditoire. Le logos, enfin, c'est le discours lui-même, en particulier les liens logiques que l'on va y développer, les raisonnements et le choix des arguments. À côté de cela, il faut également tenir compte du genre de discours, c'est-à-dire du contexte dans lequel l'orateur va s'exprimer. Le choix et l'utilisation des preuves devra se faire en conséquence. Il y a 3 genres de discours pour Aristote et dans la plupart des traités: le judiciaire, le délibératif et l'épidictique. Le genre judiciaire, c'est simplement le discours prononcé face à un tribunal en vue d'accuser ou de défendre une personne. La question porte alors sur un fait passé: la personne a-t-il tué, a-t-il commis un crime, a-t-il volé, etc. Le genre délibératif est un discours face à une assemblée. Il s'agira dans ce cas de persuader un auditoire qu'une mesure, qu'une décision est utile ou au contraire nuisible pour l'assemblée en question. On doit conseiller ou déconseiller une action. C'est grosso modo le discours politique. Enfin, le genre épidictique, pour le dire vraiment très simplement parce que c'est un peu plus complexe que ça, c'est le discours de circonstance. L'exemple le plus fameux, c'est sans doute l'éloge funèbre que tout le monde connaît, mais dans des circonstances plus joyeuses, il y a aussi le discours d'anniversaire ou le discours qu'on va prononcer à l'occasion d'un mariage. Ce type de discours a été très codifié dans l'Antiquité. Ce genre-là vise à renforcer les liens d'une communauté. Le fait de privilégier le modèle aristotélicien présente à mon avis plusieurs avantages pour l'étude que je mène. Outre son ancienneté, il a exercé une influence considérable sur les autres théoriciens de la rhétorique, notamment du côté latin. Cicéron se revendique fréquemment d'Aristote, même si sa pensée a pu évoluer avec le temps. Ensuite, le cadre est assez large pour permettre d'aborder des textes de genre variés. En effet, de nombreux traités ont une visée plus pratique et visent plutôt à préparer à un genre particulier. Dans la plupart des cas, ces traités visent à exercer la personne ou à lui donner des conseils dans le cadre du genre judiciaire. Cerise sur le gâteau, Aristote parle des oracles dans son traité. On trouve dans son œuvre les 2 dimensions rhétoriques qui leur sont associées, leur nature testimoniale et leur ambiguïté. Et je vais commencer par parler de l'oracle comme témoignage. On trouve sur ce sujet 3 sources principales. Aristote, comme je l'ai dit, mais aussi Cicéron, qui en parle sur les divisions de l'art oratoire et dans les topiques, et Quintilien dans son institution oratoire.
Le témoignage fait partie des preuves extra-techniques, au même titre que les lois, les contrats, les témoignages obtenus sous la torture et les sermons. Aristote propose une distinction entre témoignages récents, c'est-à-dire le témoignage dans le sens le plus courant du terme, la déposition d'un témoin visuel, et témoignages anciens. Il écrit « J'appelle anciens témoins les poètes ainsi que tous les hommes célèbres dont les jugements sont de notoriété publique. Les témoins de ce genre, donc c'est-à-dire les poètes, se prononcent sur le passé. Pour l'avenir, il y a les interprètes d'oracles, et Aristote utilise le terme chrasmologoi, tel Thémistocle recommandant de combattre en mer en citant la formule muraille de bois. Les interprètes d'oracles permettent donc d'éclairer le futur. Aristote fait ici référence aux délibérations menées par les Athéniens à la veille de la bataille de Salamine en vue de déterminer la meilleure stratégie à adopter. Je reviendrai plus en détail sur cet extrait dans la suite. Malheureusement, Aristote ne donne que peu d'informations sur le sujet. Tout ce que l'on apprend encore, c'est que les témoins anciens sont réputés plus fiables que les témoins récents, parce qu'il n'est pas possible de les corrompre. Mais d'autres sources permettent d'aller plus loin, car l'oracle est également un témoignage pour Cicéron et Quintilien. On trouve cette classification d'abord sur les divisions de leur oratoire, où à la question « dans les témoignages, quel genre y a-t-il » Cicéron répond « divin et humain, divin comme les oracles, les auspices, comme les prédictions et les réponses des prêtres, des aruspices, des devins, humain qui se tire d'une intervention extérieure, de la volonté des parties, de paroles obtenues de gré ou de force. » La distinction établie ici se fait entre témoignage humain et témoignage divin. Témoignage divin qui englobe ici les différentes formes de divination. Le critère n'est donc pas le même que chez Aristote, vu qu'ici, c'est la nature du témoin qui est pertinente. Le sujet est encore abordé dans les topiques. Concernant les témoignages qui fondent la conviction par la vertu, ils sont de deux sortes. Ils tirent leur force les uns de leur propre nature, les autres d'une valeur adventice. C'est la vertu des dieux qui est éminente par sa nature propre, celle des hommes par une valeur adventice. L'efficacité persuasive du témoin, qui dépend de la confiance que l'on va lui accorder, la fides, est abordée sous l'angle de sa qualité, de sa virtus. Ainsi, la qualité du témoignage dépend de la nature du témoin. Plus précisément, la manière dont son autorité est établie n'est pas la même. Dans le cas d'un témoignage divin, l'autorité du témoin est acquise par nature. Sa qualité va de soi. En d'autres termes, le témoin divin a une autorité naturelle qui rend son témoignage digne de confiance. Quintilien propose également de distinguer témoignage humain et divin et fait également de la fides un élément clé. Si l'on veut faire intervenir en outre ce que l'on nomme les témoignages divins, tirés des prédictions, des oracles, des présages, qu'on sache qu'il y a deux façons d'en parler. L'une est générale, et c'est un point perpétuellement débattu entre stoïciens et la secte d'Épicure, savoir si le monde est gouverné par une providence. L'autre est spéciale et concerne la variété de divination, selon celle qui est en question. Différents, en effet, sont les moyens d'établir ou de récuser l'autorité des oracles ou celle des aruspices, des augures, des devins, des astrologues, puisque les deux classes mêmes diffèrent entièrement de méthode. Sa réflexion sur le témoignage divin va donc un cran plus loin. L'autorité divinatoire, si elle est admise, ce qui n'est plus automatique ici, ne s'établit pas de la même manière en fonction du type de divination. J'introduirai ici la distinction qu'il convient de faire entre divination individuelle, notamment incarnée par le mantis, le devin, et la divination institutionnelle, c'est-à-dire les oracles dont parle Quintilien dans cet extrait, dont la Pythie fut la principale représentante. Je me limiterai ici, je serai assez brève, je me limiterai à ce qui va me servir pour la construction de l'autorité. Dans le premier cas, donc dans la divination individuelle, une personne maîtrise une technique d'analyse qui lui permet de reconnaître et d'interpréter les signes envoyés par les dieux. Cette maîtrise peut être le fruit d'un enseignement, c'est généralement le cas
pour les devins mentionnés par les historiens, c'est une technique qui peut s'enseigner, ou d'un don divin. Pensons alors plutôt aux devins légendaires. Un devin reste devin en toutes circonstances. D'un autre côté, il y a la divination institutionnelle. Dans ce cas, la personne en charge de rendre un oracle ne possède pas de compétences propres. Lapiti, par exemple, ne maîtrisait aucune technique. Son autorité, elle la tient du statut qu'elle occupe au sein d'une institution, en l'occurrence le sanctuaire oraculaire de Delphes. Cette distinction prend tout son sens lorsque l'on s'intéresse à l'époque classique, où les deux types de divination coexistent dans la littérature et répondent à des critères d'autorité et d'efficacité fort différents. Donc pour résumer un petit peu ce que nous donnent comme information les traités à propos de l'oracle comme témoignage, on peut établir 2 points. L'autorité du témoin est cruciale pour que son témoignage soit efficace, et cette autorité se construit différemment en fonction de la nature du témoin. Il faut dire que la fides, ou son correspondant grec, c'est la pistis, est le fondement de la pratique testimoniale. Aristote déjà accordait au caractère, donc à l'éthos, de l'orateur une force persuasive importante. Pour lui, le caractère constitue, pourrait-on presque dire, un moyen de persuasion tout à fait décisif. Et l'application de cette idée au témoignage est très clairement exprimée dans la plupart des traités de rhétorique. Pour donner un exemple, l'auteur de la rhétorique à Alexandre établit que le contenu du témoignage est nécessairement ou convaincant ou non convaincant ou de crédibilité incertaine. Le témoin, de même, est soit crédible, soit non crédible, soit douteux. Il est ici plus question de crédibilité que de vérité. Et l'idée a perduré dans le temps. Apsinès, par exemple, qui est l'auteur d'un art rhétorique constitué au IIIe siècle de notre ère, écrit qu'il convient de considérer l'intention du témoin en vue de décrédibiliser son témoignage. La véracité d'un témoin s'établit par la qualité de la personne. Qui est le témoin? Est-ce que c'est un homme de bien? Par le passé, s'il apparaît qu'il a déjà apporté un témoignage véridique. Par l'intention, il a agi sans haine, ni complaisance, ni cupidité. Ou par les faits, ses paroles, parce qu'elles ont en demeurant de vraisemblables, établissent elles-mêmes qu'elles sont vraies. La vérité intervient bien, mais parmi d'autres critères. L'importance de la fides chez Cicéron et Quintilien n'est donc ni nouvelle, ni propre au monde romain, ni même cantonnée au domaine du témoignage divin. En pratique, il semble que les témoignages aient beaucoup embarrassé les anciens, tant les rhéteurs que les théoriciens de la rhétorique. Cela est dû vraisemblablement au fait qu'ils accordaient énormément d'importance au raisonnement, aux démonstrations argumentatives. Dans un modèle aristotélicien, mais c'est également le cas notamment chez Cicéron, c'est la logique qui devrait prévaloir, les raisonnements. Or, le témoin est supposé énoncer non pas un argument, mais bien une vérité. Et une vérité n'est pas persuasive, elle est contraignante. Dès lors, comment intégrer un témoignage dans une argumentation sans lui conférer une puissance trop importante que pour être maîtrisée par l'orateur? En d'autres termes, comment rendre le témoignage rhétorique, sujet à délibération? Le défi sera de faire en sorte que l'audience accepte ou non le témoignage. Et l'évaluation de ce témoignage se fondera sur 2 critères essentiels, la détection de fausseté et l'appréciation de la personne. Le premier critère porte sur le contenu du témoignage. Cette évaluation peut porter sur la vraisemblance soit des conditions d'acquisition de l'information, est-il vraisemblable que X se soit trouvé à tel endroit au moment des faits, soit de la vraisemblance de l'information elle-même. L'orateur peut également chercher des incohérences, voire des contradictions dans la déposition du témoin, ou la confronter à un autre témoignage. S'il y parvient, le témoin sera convaincu de mensonge, parce que dans ce contexte, l'erreur n'était pas envisageable pour les anciens. Reste que le contenu est difficilement accessible, en raison de la nature même du témoin.
Il a une autorité particulière dans un contexte donné parce qu'il a obtenu une information par le fait de sa présence à un endroit, ce qui a pour conséquence que cette information est inaccessible aux autres personnes, si ce n'est par l'intermédiaire de sa déclaration. Évaluer le contenu d'un témoignage est dès lors fort compliqué. Et en outre, s'il y a confrontation de deux témoins, comment déterminer qui dit vrai? Cela m'amène au deuxième point, l'appréciation du témoin. L'orateur devra montrer que la personne qu'il fait comparaître est digne d'être écoutée. Dans le système ancien, la question n'est pas tant de déterminer si des propos sont véridiques que de savoir si le témoin a suffisamment de valeur morale pour être écouté. La vérité venant d'une personne peu recommandable n'est pas pertinente. Pour reprendre une formulation de Renaud Dulon, qui s'intéresse lui plutôt au témoignage contemporain, c'est l'identité biographique de la personne qui fonde la valeur de vérité de ce qu'elle dit. Et ce constat était déjà vrai dans l'Antiquité. Dès lors, l'argumentation de l'orateur portera avant tout sur le témoin. A-t-il déjà menti? A-t-il commis des crimes? A-t-il des raisons d'accuser ou de défendre cette personne? Mais aussi, tout simplement, adopte-t-il le bon ton pour raconter ce qu'il est en train de raconter? Cette supériorité de l'autorité de la personne sur le contenu aura bien entendu son importance pour la question de la divination. Comme nous l'avons vu dans l'extrait de Quintilien, il reprend la distinction de Cicéron entre témoignage divin et humain, mais ajoute une information importante en précisant qu'il y a des différences de traitement du témoignage divin en fonction du type de divination. Il dit, pour rappel, différents en effet sont les moyens d'établir ou de récuser l'autorité des oracles ou celle des aruspices, des augures, des devins, des astrologues, puisque les deux classes mêmes diffèrent entièrement de méthode. Concrètement, cela veut dire que le devin devra faire ses preuves. Il pourra éventuellement compter sur le soutien d'un dieu ou sur la renommée de sa famille, dans le cas de devins descendants d'une grande lignée, mais il devra surtout prouver sa maîtrise par lui-même, et son autorité dépendra de sa maîtrise technique. Dans le cas de la divination institutionnelle, ce sera, dans un premier temps, au sanctuaire, donc à l'institution elle-même, de faire ses preuves. Une fois son autorité établie, les personnes qui officieront dans cette institution bénéficieront de son aura. Car le dieu a besoin, dans ce cas, d'un intermédiaire. Je reprends l'exemple de la Pythie. Apollon ne s'adresse pas directement au consultant. Il le fait par l'intermédiaire de sa prophétesse. Le défi est alors double. Il faut prouver la valeur de l'institution, mais aussi montrer que la personne qui rend l'oracle est bien inspirée par le dieu. Je vais illustrer ce point à partir d'un extrait d'Hérodote. Hérodote qui accorde une place très importante à la divination dans son œuvre, en particulier à la Pythie de Delphes. L'extrait que j'ai choisi se situe dans le livre 1, alors qu'Hérodote s'intéresse à la vie du roi lydien Crésus. Donc, Crésus est particulièrement célèbre en ce qui concerne la divination pour avoir fait passer un test aux différents centres oraculaires de son époque. Après la mort de son fils, dans un premier temps, il reste sans rien faire pendant environ 2 ans. Mais par la suite, inquiété par l'avancement du roi perse Cyrus, qui se rapproche dangereusement de son territoire, il va sortir de son deuil pour pouvoir agir rapidement. L'oracle de Delphes va dès lors prendre une place considérable tant dans le chef de Crésus que dans le récit de l'historien. Désireux de prendre la bonne décision, Crésus va vouloir consulter les dieux. Mais avant cela, le roi va entreprendre de mettre les différents centres oraculaires de Grèce à l'épreuve. C'est seulement s'il constatait que ces centres disaient bien la vérité qu'il enverrait une seconde délégation demander s'il devait entamer ou non une guerre contre les Perses. Voici l'extrait en question. Après avoir transmis ses ordres aux Lydiens, il les envoya tester les sanctuaires oraculaires. À partir du moment où ils auraient quitté Sardes, qu'ils comptent alors un laps de temps de 100 jours et qu'ils consultent ensuite les sanctuaires en demandant « Qu'est en train de faire Crésus, roi des Lydiens, fils d'Aliate ?»
et qu'il lui rapporte les réponses de chacun des sanctuaires mises par écrit. Ce qu'ont répondu les autres sanctuaires, personne n'en parle. Mais à Delphes, dès que les Lydiens sont entrés dans le Mégaron pour consulter le dieu, après qu'ils ont posé la question imposée, la Pythie leur dit ceci en hexamètre : « Je connais le nombre de grains de sable et les dimensions de la mer. Je comprends le muet et j'entends celui qui ne parle pas. L'odeur d'une tortue à la carapace épaisse en train de bouillir dans de l'airain en même temps que de la viande d'agneau vient à mon esprit. L'airain est étendu sous elle et elle est au-dessus de l'airain. » Et effectivement, Crésus était en train de faire cuire une tortue et de l'agneau dans un chaudron. Hérodote continue en disant que lorsqu'il eut entendu la réponse de Delphes, et je cite le texte, « Aussitôt se mettant en prière, il en reconnut l'exactitude, et il tint l'oracle de Delphes pour le seul oracle véritable, parce qu'il avait découvert ce que lui-même avait fait. » Après cela, Crésus tentera de se concilier le dieu Apollon en offrant de nombreux sacrifices et cadeaux divers. La manière dont Crésus reçoit cet oracle est présentée comme une forme de révélation. Mais en même temps, Hérodote prend soin de préciser que cette dévention est le résultat d'une réflexion. Crésus a fait passer un test et c'est seulement après avoir constaté que le dieu avait réussi ce test qu'il lui accorde sa confiance. La force de son admiration est ainsi en accord avec la grandeur de la prouesse. Ce n'est sans doute pas non plus un hasard si cet extrait est le premier à présenter un oracle en style direct, qui est donc, comme dans la plupart des cas, cité en vers, en hexamètre dactylique. Par son contexte, sa forme et le caractère extraordinaire de son contenu, cet oracle donne le ton. Apollon, par l'intermédiaire de sa prophétesse, fait connaître la vérité. Dans la suite de son récit, donc dans la suite du récit d'Hérodote, la Pythie, qui apparaît tout de même à plus de 60 reprises, sera toujours infaillible. Ces oracles, parfois difficiles à comprendre, pourront être mal interprétés, mal utilisés, parfois aussi, mais son autorité ne sera jamais remise en question. Et pour reconnaître que la Pythie est bien là dans l'accomplissement de sa fonction, est bien inspirée par le dieu, la forme de l'oracle est bien entendu un atout majeur. Parce que la Pythie, ou la personne plutôt qui remplit la fonction de Pythie, est supposée n'avoir reçu aucune éducation. Or, elle rend ses oracles dans un registre de langue complexe, d'un niveau élevé. Elle doit donc être inspirée par un dieu pour réaliser une telle prouesse poétique. Ces deux conditions remplies font de l'oracle de Delphes un témoin infaillible, au final, dans l'histoire d'Hérodote. Alors, pour conclure cette première partie, la principale similitude entre les deux types de témoignages réside dans la prévalence de l'autorité sur le contenu. Dans les deux cas, la fiabilité de la personne doit être établie avant que l'on s'intéresse au message lui-même. C'est l'élément le plus important du processus. La valeur d'un témoignage se mesure plus en termes d'autorité qu'en termes de conformité à la réalité. Dans le cas des témoignages divins, la situation sera différente en fonction du type de divination. L'autorité du devin doit être établie et elle peut être contestée à tout moment. Son interprétation sera écoutée seulement s'il se montre compétent. Le principe est un peu différent lorsque l'on aborde la divination institutionnelle. L'oracle sera alors accepté s'il est considéré comme divin, c'est-à-dire si l'autorité de l'institution a été établie et si l'inspiration du dieu est manifeste. Le consultant fera ensuite en sorte de le conformer à la réalité, sans le remettre en cause. La question ne sera pas de savoir si l'oracle a raison, mais bien de déterminer comment agir conformément à ses recommandations. La valeur du témoignage dépend donc ici encore de la valeur du témoin. Si l'on se penche maintenant sur la forme du témoignage, la situation est un peu plus complexe. Parce que, alors qu'on attend d'un témoin une déclaration claire, aussi objective que possible, et sans aucune ambiguïté,
L'oracle institutionnel est souvent exprimé dans une langue poétique et énigmatique. Et cette ambiguïté des oracles est également abordée dans les traités de rhétorique. En rhétorique, il y a ambiguïté, amphibolia en grec ou ambiguitas en latin, lorsque ce que le rédacteur avait en tête n'est pas clair, parce que le texte peut avoir deux significations ou plus. J'emprunte ici cette définition au De Inventione de Cicéron, mais c'est ce qu'on trouve dans tous les autres traités qui abordent la question. L'ambiguïté concerne avant tout l'interprétation de textes législatifs. Les lois sont au nombre d'épreuves extra-techniques qui, comme je l'ai dit, existent indépendamment du discours. L'orateur doit veiller, comme pour toutes les preuves de ce genre, à correctement les intégrer et à en tirer parti pour son argumentation. Jouer sur l'ambiguïté du texte est une manière de faire. Il convient alors de voir si la loi présente une ambiguïté qui pourrait bénéficier aux parties que l'on défend. Donc voilà, juste pour encore citer un petit extrait d'Aristote, il faut voir également si la loi n'est pas ambiguë, de manière à l'examiner et à voir de quelle manière elle s'adaptera au juste et à l'utile, pour ensuite faire appel à elle. Pour ce faire, les traités préconisent de s'interroger sur l'intention du rédacteur. Qu'a-t-il voulu faire passer comme message? Quel est l'esprit de cette loi? On peut aussi, évidemment, prendre en compte des considérations éthiques. Pour illustrer ce point, j'ai pris un petit exemple qui est considéré par Cicéron et par Hermogène, qui a le mérite d'être assez clair et assez court. Donc, il s'agit d'une loi fictive qui établit que si une courtisane porte une parure d'or, elle sera propriété publique. Or, une prostituée est surprise avec une telle parure. La question sera alors de savoir si c'est la prostituée ou la parure qui devient propriété publique. Je précise que dans le texte grec, l'accent est délibérément omis de démosia, vu que l'accentuation ne sera pas la même, s'il s'agit d'un neutre pluriel ou d'un féminin singulier. Le texte de loi ne permet pas de trancher. Il faut dès lors se demander ce qu'a voulu dire le législateur en se posant des questions comme « Est-il plus intéressant pour l'État de prendre possession de la courtisane ou de la parure ?» ou encore « Quelle peine semble être la plus appropriée pour ce délit ?» Le même possédé doit, selon les traités, être considéré pour les oracles. Aristote aborde la question au livre 3 de la rhétorique en des termes assez négatifs. Il s'intéresse en fait plus à la production de l'ambiguïté qu'à la manière de la gérer. Donc une troisième recommandation est de proscrire les ambiguïtés, sauf, bien sûr, si l'on vise l'effet inverse. C'est ce que font ceux qui n'ont rien à dire et qui feignent de dire quelque chose. Les gens de cette espèce recourent à la poésie pour s'exprimer, comme Empédocle. La quantité des détours trompe et les auditeurs se comportent comme la plupart des gens chez les devins. Quand on leur tient des discours ambigus, ils approuvent d'un signe de tête. Il donne un exemple tiré d'Hérodote également. Crésus, ayant passé la Lys, causera la perte d'un grand empire. Comme globalement le risque d'erreur est moindre, les devins s'expriment à l'aide du genre de la chose, car on a plus de chances de tomber juste quand on joue à pair et impair, en disant que le nombre est pair ou impair, qu'en indiquant ce nombre précisément, ou en disant qu'un événement se produira, plutôt qu'à quel moment. C'est pourquoi les diseurs d'oracle ne définissent pas d'avance le quand. Tout cela donc revient au même, de sorte que, sauf à viser un objectif de ce genre, il faut s'en abstenir. Cet extrait d'Aristote intervient dans une discussion plus large sur l'importance pour l'orateur de bien maîtriser la langue dans laquelle il s'exprime. Cette discussion prend place elle-même dans des réflexions sur la correction de la langue. En bref, l'orateur doit être capable de tirer parti d'un texte de loi ambigu, certes, mais il doit aussi éviter l'ambiguïté dans son discours pour ne pas donner l'impression de chercher à tromper son auditoire. D'autres auteurs ont une vision plus clémente ou au moins plus pragmatique de la chose.
Il ne s'intéresse pas tant aux raisons de l'ambiguïté oraculaire qu'aux moyens de la gérer. Le premier extrait est tiré des états de la cause d'Hermogène. Il faut savoir que si l'amphibologie est une question indépendante, elle aura nécessairement un côté ergoteur et que sa division sera de même un peu froide. En revanche, si elle est une partie d'une question, donc si elle est une partie d'un développement, d'une argumentation plus large, le développement correspondant devient utile. C'est le cas dans toutes ces questions que nous forgeons à partir d'oracles et de prédictions. L'esprit n'est pas le même ici que chez Hérodote. Et d'ailleurs, je précise qu'au début de son traité, Hermogène considère l'éventualité d'un mensonge de la part du dieu Apollon comme un cas inutile à discuter en raison d'un critère d'impossibilité, kata tonadunaton. Cela signifie que le cas est impossible et qu'il est donc vain d'en débattre. Hermogène ne donne pas plus d'informations sur la manière de gérer l'ambiguïté des oracles et enchaîne avec un exemple légal, le cas de la prostituée dont je viens de vous parler. Ce rapprochement est en revanche explicite chez l'anonyme de Séguier. Ce dernier considère l'oracle comme une preuve extra-technique et établit un parallèle entre oracle et texte de loi en raison de la manière de les réfuter. Pour ce qui est des preuves non techniques, on réfute les lois soit en jouant sur l'ambiguïté, en disant que ce n'est pas cela mais autre chose qui est signifié, soit en s'éloignant du texte et en se penchant sur l'intention du législateur. Nous concluons, d'après ce qui a été dit, que le sens est autre que celui proposé, ou encore en opposant une autre loi. Nous réfutons les décrets, les oracles et les accords de la même manière que les lois. Il faut donc aborder les oracles de la même manière que les lois, et on retrouve ici encore le critère de l'intention qui sera déterminant. Si on fait maintenant le bilan des informations fournies par les traités au sujet de l'oracle, l'oracle est une forme de témoignage, ce qui implique une prépondérance de l'autorité sur le contenu. Et, là c'est selon les cas, l'oracle est ambigu. Il faut donc chercher ce que le dieu a voulu dire. Nous avons vu également que le contexte et la nature du témoin oraculaire étaient déterminants. Alors pour montrer comment ces considérations peuvent être utiles, je vais maintenant revenir sur l'oracle de la muraille de bois mentionné par Aristote. Notre principale source pour cet épisode, c'est Hérodote. Il raconte au livre 6 la bataille de Salamine et les événements qui l'ont précédée. Les Athéniens sont allés consulter la Pythie au sujet de la progression de l'armée perse. Elle va leur rendre une première réponse particulièrement dure et pessimiste. Ils doivent fuir la cité au plus vite et tout laisser derrière eux. Après discussion, les Athéniens décident de retourner à Delphes pour savoir s'ils ne peuvent pas faire quelque chose pour apaiser les dieux et obtenir une réponse plus clémente. La Pythie va leur répéter qu'ils doivent fuir, mais le ton de la réponse est malgré tout moins dur et la deuxième partie laisse place à l'espoir. Voici l'oracle en question. Pallas ne peut fléchir tout à fait Zeus olympien, bien qu'elle use pour le supplier de beaucoup de paroles et d'une prudence avisée. Mais je te ferai encore cette réponse, à laquelle j'attache l'inflexibilité de l'acier. Quand sera conquis tout le reste de ce qu'enferme la colline de Crécops et l'antre du divin Cithéron, Zeus au vaste regard accorde à Tritogénie qu'un rempart de bois soit seul inexpugnable, qui sauvera toi et tes enfants. Ne va pas attendre sans bouger la cavalerie et l'armée de terre qui arrivent en foule du continent. Recule, tourne le dos. Un jour viendra bien encore où tu pourras tenir tête. Ô divine Salamine, tu perdras, toi, les enfants des femmes, que ce soit à quelque moment où le don de Déméter est répandu ou bien est recueilli. Dans cet extrait, l'autorité du sanctuaire de Delphes n'est pas remise en question. Les Athéniens consultent Apollon et ils lui font confiance, de toute évidence. Dans ce cas, donc, le point ne sera pas de savoir si Apollon a raison, mais bien de comprendre ce qu'il convient de faire, et en l'occurrence, que représente cette muraille de bois.
La résolution de cette énigme devient une affaire d'État et d'elle dépend le salut de la cité. Une discussion va émerger pour la résoudre. De façon intéressante, alors qu'il y a fondamentalement un grand nombre finalement de possibilités d'interprétation, Hérodote présente la discussion comme une alternative. Soit la muraille de bois correspond à l'acropole de la cité, qui était anciennement entourée de remparts de bois, soit il s'agit de la flotte. À première vue, d'après les intervenants de la discussion, la seconde interprétation semble affaiblie par les derniers vers de l'oracle, qui dit donc « Ô divine Salamine, tu perdras, toi, les enfants des femmes ». Les chrésmologues interprètent ce vers comme l'annonce d'une défaite athénienne s'il se lance dans une bataille sur mer. Un homme va se dresser face à l'assemblée et défendre que ces chrésmologues ont mal compris l'oracle. Cet homme, c'est Thémistocle. Le principal argument avancé en faveur d'une bataille sur mer, qui est donc la position qu'il va défendre, est que si le dieu avait prévu un désastre pour les Athéniens, il aurait utilisé un adjectif comme skatlié, cruel, et non theié, divin. Thémistocle tire donc argument de la disposition du dieu à l'égard des Athéniens et de son intention, qui est ici de les aider. Il part du principe que le dieu se soucie d'Athènes et qu'il cherche à leur éviter le pire. Par conséquent, il n'utiliserait pas un terme positif comme theié pour parler de leur destruction. L'Assemblée va donner raison à Thémistocle. Il a donc défendu les intérêts d'Athènes et Hérodote va le louer pour cette raison. L'historien rappelle que ce n'est pas la première fois qu'il intervient pour le bien de la cité. Il avait déjà, auparavant, plaidé pour investir justement une somme d'argent qui était destinée à la base à être partagée parmi l'ensemble des citoyens, à investir donc cette somme dans la construction d'une flotte. Cette flotte était au départ prévue pour mener une guerre face à Égine. Cette guerre n'a pas eu lieu. Néanmoins, l'historien soutient que c'est grâce à cette décision que les Athéniens furent en mesure de remporter la bataille de Salamine, car ils avaient appris comment naviguer. En gros, Thémistocle l'a vu juste 2 fois. La première fois en insistant pour qu'une flotte soit construite, et la deuxième fois en insistant pour que la bataille ait lieu sur mer. Ainsi, cet oracle n'est qu'un élément dans un processus plus large. Au final, Apollon n'a rien imposé aux Athéniens. Ils ont fait leur propre choix dans le cadre d'une délibération menée par Thémistocle. Ce dernier est présenté comme un homme de raison, un homme intelligent, capable de faire des choix judicieux pour sa cité. Nous sommes loin dans cette représentation d'une obéissance aveugle. Tout ceci m'amène à la conclusion, qui sera relativement brève. Je n'irai bien sûr pas jusqu'à dire que le modèle rhétorique que j'ai présenté ici, que les considérations des traités s'appliquent à tous les cas. Nous avons vu d'ailleurs ensemble que le traitement rhétorique de l'oracle était différent en fonction du type de divination. Il n'en reste pas moins, à mon avis, que ces réflexions sont précieuses pour guider notre manière d'approcher ces textes. Dans l'extrait que j'ai analysé ici, la force persuasive des oracles dépend de l'autorité du Dieu. Et il est raisonnable de considérer que si quelqu'un consulte le Dieu, c'est qu'il va lui faire confiance. Mais ce que montre aussi cet exemple, c'est que le processus doit aller plus loin. La confiance accordée au Dieu n'est finalement qu'une étape. C'est l'interprétation que le consultant va faire de l'oracle qui va conduire à une prise de décision et à une action concrète. L'ambiguïté des oracles peut être vue comme une manière de tromper les hommes. Ce point de vue était déjà exprimé dans l'Antiquité, notamment par Aristote, mais pas seulement, et il est encore souvent aujourd'hui. Et l'oracle de la muraille de bois en est d'ailleurs un bel exemple, puisque certains défendent qu'il s'agirait d'une conspiration organisée par Thémistocle pour justifier l'investissement dans une flotte de l'argent qui était au départ destiné aux citoyens. Donc il aurait collaboré avec Delphes pour qu'il rende cet oracle et pour qu'il puisse défendre sa position. Mon intention, ce n'est pas de trancher sur cette question. Simplement,
je voulais montrer que cette manière d'envisager la réalité oraculaire, telle qu'elle est présentée dans la littérature, est sans doute trop simpliste, ou me semble en tout cas peu pertinente lorsque l'on s'intéresse à une source comme les histoires d'Hérodote. Dans ce cas, l'angle rhétorique permet à mon avis d'y voir plus clair. Et dans ce récit, l'ambiguïté est précisément ce qui permet à l'oracle d'entrer dans la sphère délibérative. C'est ce qui permet finalement aux Athéniens de prendre leurs propres décisions et leurs responsabilités. Et je vous remercie pour votre attention.